Je dois vous le dire, cet épisode a failli être divisé en deux parties. Quand on s'attaque à un philosophe aussi influent que Platon et à une œuvre aussi vaste que la sienne, il devient très difficile de faire tenir l'essentiel dans un seul épisode d'une quarantaine de minutes. D'ailleurs, Alfred North Whitehead a dit un jour, de manière célèbre, que toute la philosophie occidentale n'était finalement qu'une série de notes de bas de page à l'œuvre de Platon. Des notes de bas de page, rien de plus. À la fin de cet épisode, vous comprendrez pourquoi cette formule a autant marqué les esprits. Et vous comprendrez aussi pourquoi j'ai hésité à en faire un diptyque. Platon a écrit 27 traités, autrement dit presque 27 livres entiers. Si j'ai finalement choisi de tout rassembler en une seule partie, c'est parce que je me suis posé une question simple. Qu'est-ce ce qu'on attend vraiment d'un podcast de philosophie ? L'objectif n'est pas de devenir le conservateur imaginaire d'un musée consacré à Platon. Personne n'écoute ce genre d'émission pour apprendre quelle était sa couleur préférée. Ce qui nous intéresse, ce sont les idées essentielles. Quelles sont ses contributions les plus importantes à la philosophie ? Celles qui ont influencé les penseurs venus après lui ou qui ont contribué à façonner le monde intellectuel dans lequel nous vivons encore aujourd'hui. Et maintenant que nous parlons de philosophes dont l'essentiel, voire la totalité des œuvres, nous est parvenu, il faut accepter qu'on ne peut pas tout couvrir. Par exemple, Platon a écrit un traité sur la nature du monde physique, sur l'être humain et sur l'origine de l'univers, le Timée. C'est une œuvre brillante, fascinante même, mais pas forcément celle qui a bouleversé l'histoire de la philosophie de la manière la plus décisive. En 399 avant notre ère, Platon vit un drame personnel. Il assiste, impuissant, au procès de son maître, de son ami, de son mentor, Socrate. Il le voit être jugé, condamné à mort, puis exécuté. Et il ne peut rien faire. Il en veut à Athènes, et il a de bonnes raisons. Après la guerre du Péloponnèse, la cité s'est laissée emporter par une mentalité de chasse aux sorcières, et cette atmosphère a fini par coûter la vie à celui qu'il admirait le plus. Alors Platon décide de quitter la ville. Pas pour quelques semaines, pour 12 ans. On pourrait presque parler d'un long voyage initiatique. Un immense détour à travers le monde grec et au-delà, au cours duquel il apprend énormément sur le monde, et sans doute aussi un peu sur lui-même. Ce voyage transforme sa manière de voir les choses pour le reste de sa vie. On peut même le considérer comme le prolongement, et peut-être l'achèvement de sa formation. Il avait longtemps étudié auprès de Socrate, apprenant sa méthode, sa manière de raisonner, son art du dialogue. Puis, il voyage. Il fréquente Euclide, Théodore, les pythagoriciens. Certains disent même qu'il serait allé jusqu'en Égypte. La suite reste discutée. Certaines sources affirment qu'à la fin de ce périple, il aurait été capturé puis vendu comme esclave, avant d'être racheté par des amis. D'autres racontent une toute autre histoire. Ce qui est sûr, en revanche, c'est qu'un événement le pousse à revenir à Athènes en 387 avant notre ère, où il fonde son école devenue célèbre, l'Académie. Cette école restera active, sous une forme ou sous une autre, pendant près de 900 ans. Et c'est d'elle que vient notre mot moderne, académique. Avec cette nouvelle institution, Platon se donne une double mission, conserver et transmettre la pensée de son maître Socrate, mais aussi former les philosophes de demain. Seulement, Platon n'était pas satisfait de la définition classique du philosophe. Vous vous souvenez peut-être de Pythagore. Pour lui, le philosophe est avant tout un amoureux de la sagesse. Platon trouve cette définition trop large, car, selon lui, elle inclut des gens qui aiment simplement collectionner les faits nouveaux. Vous voyez très bien le genre de personne dont il parle. Quelqu'un achète une boisson, lit sous le bouchon une petite information du type « Le corps humain est composé en grande partie d'eau », puis passe sa journée à le répéter à tout le monde comme s'il venait de découvrir un secret cosmique. Platon n'a rien contre ce type de personne. Le problème n'est pas la curiosité. Le problème, c'est de confondre ce goût pour les faits étonnants avec la philosophie. Pour lui, ce personnage n'est pas un philosophe.
C'est un spectateur de la sagesse, quelqu'un qui aime les effets pratiques, l'éclat, la surprise, mais pas la sagesse elle-même. Platon pense que la plupart des non-philosophes vivent dans une sorte d'état de rêve. Ils voient des choses qu'ils jugent belles et s'imaginent naïvement que ces objets contiennent en eux-mêmes ce qu'est la beauté. Alors que, selon lui, s'il regardait plus profondément, il verrait non pas seulement des choses belles, mais la beauté elle-même. Être philosophe, ce n'est donc pas chercher la sagesse pour briller avec le fait du jour. C'est utiliser son esprit comme un instrument au service d'une quête bien plus exigeante, atteindre la vérité. Former de futurs philosophes, cependant, n'était que la moitié de son projet. L'autre moitié consistait à prolonger l'œuvre de Socrate. Comme nous l'avons vu dans l'épisode précédent, Platon a écrit l'Apologie de Socrate, qui raconte le procès, la défense et la condamnation de son maître. Mais il ne s'est pas arrêté là. Platon fait partie de ces philosophes capables d'exposer leurs idées sous une forme vivante, captivante, parfois poétique. Il ne se contente pas d'aligner des concepts abstraits. Il raconte des histoires, construit des scènes, fait parler des personnages et glisse la philosophie dans le tissu même de la conversation. Et il faut le dire franchement, il était exceptionnel dans cet art. Beaucoup d'historiens considèrent que son style compte parmi les plus beaux de toute la Grèce antique, parfois même supérieur à celui de poètes comme Homère ou Hésiode. Et quand on le lit, même aujourd'hui, on comprend pourquoi. Ces dialogues restent étonnamment accessibles, vivants, intelligents. Même en traduction moderne, ils conservent une force rare. Ce qui rend son écriture si efficace, c'est qu'elle ressemble d'abord à quelque chose de tout à fait ordinaire. Des gens discutent de sujets apparemment simples, dans une maison, à table, dans la rue. Puis, au fil de l'échange, surgit peu à peu une interrogation philosophique sur une idée abstraite. Platon utilise des personnages réels, des noms réels, des personnalités connues de son époque. Il leur prête des paroles, en fait les porte-voix de sa pensée. Quelqu'un avec qui j'ai étudié disait un jour que les dialogues de Platon ressemblaient à une forme de fan-fiction philosophique croisée. Et, d'une certaine manière, ce n'est pas faux. Imaginez un récit où des figures célèbres, appartenant parfois à des univers différents, se retrouveraient soudain dans la même histoire pour discuter ensemble. C'est un peu ce que fait Platon. Il réunit des philosophes, des hommes politiques, des poètes, parfois même des personnages qui n'auraient jamais pu avoir cette conversation, voire qui n'ont pas vécu à la même époque. Et lorsqu'il lui faut, dans ses récits, un personnage qui incarne la sagesse à l'état pur, il choisit presque toujours Socrate. Platon met consciemment Socrate en scène comme le sage par excellence. Il le distribue dans ce rôle, si l'on peut dire, d'un dialogue à l'autre, afin de fixer dans la mémoire collective l'image d'un Socrate profondément sage. Un peu comme certains acteurs modernes restent associés, malgré eux, à un type de personnage bien précis. Le problème, c'est que Socrate était lui-même philosophe, et il n'a jamais rien écrit. Du coup, lorsque Platon fait de lui le protagoniste de dialogues, qui expose parfois des idées très probablement platoniciennes, il devient difficile de distinguer ce qui appartient vraiment à Socrate et ce qui relève de Platon. Les 27 traités de Platon sont généralement répartis en 3 grandes périodes. Et chacune de ces périodes correspond à une évolution majeure de sa pensée. Dans les dialogues de jeunesse, il traite surtout des questions qui occupaient Socrate, et il les aborde souvent à la manière socratique, avec cette méthode d'interrogation rigoureuse qui pousse l'interlocuteur à examiner ses propres contradictions. On a presque l'impression qu'après la mort de Socrate, Platon s'est senti investi d'un devoir, faire vivre sa pensée. Mais au fil du temps, le Socrate des dialogues platoniciens change. Il commence à parler de politique, de métaphysique, d'organisation de la cité, de réalités plus vastes que celles qu'abordait le Socrate historique. Et cette transformation du personnage révèle en réalité l'évolution de Platon lui-même. Au fond, cela n'a rien de très choquant. Socrate n'aurait sans doute pas été offensé. Il n'était pas le genre d'homme à défendre un système de croyances figées. Il répétait au contraire qu'il ne savait rien et cherchait sans cesse ce que les choses étaient réellement. Ce que Platon a réussi,
Dans cette entreprise, c'est donc à préserver l'esprit de Socrate. Cet esprit qui questionne, qui doute, qui évolue, qui refuse de s'installer dans des certitudes définitives. Un très bon exemple de cette fidélité à la démarche socratique se trouve dans l'un des dialogues les plus célèbres de Platon, le banquet. Le mot grec que l'on traduit ici désigne une soirée, un repas accompagné de vin, où l'on boit, où l'on parle, où l'on échange des discours. Platon imagine donc un dîner raffiné au cours duquel plusieurs invités prennent tour à tour la parole pour tenter de définir l'amour. Comment est-il? Que cherche-t-il? Est-il bon pour l'être humain ou non? Où mène-t-il, finalement? Autour de la table, on trouve des personnages très différents. Des généraux comme Alcibiade, des auteurs comiques comme Aristophane, et bien sûr Socrate. Aristophane, justement, fidèle à son tempérament de dramaturge comique, donne une explication à la fois drôle et mythique de l'amour. Il raconte qu'autrefois, les êtres humains n'étaient pas tels que nous les connaissons aujourd'hui. Ils étaient doubles, 2 visages, 4 bras, 4 jambes. Des êtres sphériques capables de rouler. Il y avait, dit-il, 3 sexes, le masculin, le féminin et l'androgyne. Les formes masculines auraient été liées au soleil, les féminines à la terre et les androgynes à la lune. Mais ces êtres, puissants et remuants, auraient fini par vouloir défier les dieux. Zeus, au lieu de les détruire complètement, choisit alors de les couper en 2. D'un seul coup, il obtient 2 fois plus d'êtres humains, donc 2 fois plus d'offrandes, tout en calmant leur arrogance. C'est ainsi, selon Aristophane, qu'est née notre condition actuelle. L'amour, dans cette perspective, serait le désir de retrouver notre moitié perdue. Les attachements, les élans, le sentiment d'être enfin complet auprès de quelqu'un, tout cela viendrait de cette séparation originelle. Autrement dit, aimer, ce serait chercher à combler un manque ancien. Une quête de ce qui nous a été arraché. Socrate, plus tard dans la soirée, n'est pas d'accord. Il accepte l'idée d'une quête, mais refuse de dire que nous aimons une chose parce qu'elle nous appartenait autrefois. Selon lui, nous aimons ce que nous jugeons beau ou bon. Comme toujours, il cherche à décomposer l'idée d'amour pour en atteindre l'essence. Il affirme tenir cette compréhension d'un échange qu'il aurait eu avec une prêtresse plus âgée. Et voici, en substance, ce qu'il explique. L'être humain cherche une forme d'immortalité. Nous savons que nous n'allons pas vivre éternellement, alors nous cherchons d'autres moyens de durer. Pour Platon, cette recherche prend principalement 3 formes. La première, c'est d'avoir des enfants. Une part de nous passe en eux, puis à travers eux dans les générations suivantes. La deuxième, c'est d'accomplir quelque chose de suffisamment marquant pour entrer dans l'histoire. La troisième, c'est de produire une œuvre assez importante, assez durable, pour être admirée encore longtemps après notre mort. Dans les 3 cas, nous créons une descendance, parfois une descendance physique, parfois une descendance intellectuelle. Nous utilisons alors notre désir d'être aimé, d'être admiré, d'être vu comme beaux ou dignes, comme une force motrice. Comme si nos réalisations étaient autant de parures destinées à attirer l'amour ou la reconnaissance. Les personnes dont nous cherchons l'amour, nous les trouvons belles. Mais, pour Platon, cette beauté visible n'est encore qu'une copie imparfaite d'une beauté plus haute, plus pure, la forme idéale de la beauté, dont nous reparlerons. En d'autres termes, ce que nous poursuivons dans la vie, carrière, gloire, enfant, œuvre, est souvent propulsé par un amour de la beauté qui se transforme ensuite en énergie, en ambition, en action. Évidemment, beaucoup diraient ici, ce n'est pas vraiment l'amour, c'est plutôt le désir, l'attirance, peut-être même la vanité. Platon répondrait qu'il ne s'agit là que de la première marche d'un escalier. Selon lui, l'amour se déploie en plusieurs étapes. Chacune conduit à la suivante, jusqu'à culminer dans la contemplation de la beauté elle-même. Tout commence par l'amour du corps. L'attirance physique, le charme visible, le désir érotique,
Puis, avec le temps, on remarque que ce que l'on trouve beau chez une personne existe aussi chez d'autres. La personne qui nous paraissait unique perd un peu de son statut d'exception absolue. Alors notre regard change. On découvre que les beautés du corps sont peu de choses comparées aux beautés de l'âme, ou, pour le dire en termes plus modernes, aux beautés du caractère, de l'esprit, de la personnalité. Dès lors, ce qui compte vraiment dans le jugement de beauté, ce n'est plus la forme extérieure, mais ce qui habite la personne. Ensuite, on dépasse même l'attachement aux individus. On commence à aimer des réalités plus vastes, les arts, les sciences, les lois, les formes d'ordre, les grandes constructions de l'intelligence humaine. Et finalement, au sommet de cet escalier, on aime la beauté elle-même. Platon dit en substance que, s'il existe un endroit où il vaut vraiment la peine de vivre, c'est là-haut. Car aimer un être humain particulier, c'est s'exposer. Cette personne peut partir. Elle peut mourir. Elle peut simplement sortir de votre vie. Cet amour nous rend vulnérables. En revanche, aimer la forme même de la beauté, c'est aimer quelque chose d'éternel, d'immuable, qui ne vous échappe jamais parce qu'il ne dépend pas des hasards du temps. Mais il y a un revers, cette beauté parfaite ne vous aimera jamais en retour. Pourquoi le ferait-elle? Elle ne manque de rien, elle n'a besoin de rien, elle n'est en quête de rien, elle est parfaite. Voilà l'une des racines de ce qu'on appellera plus tard l'amour platonique. Et chez Platon, cet amour n'était pas seulement censé nous aider à choisir un partenaire de vie, il devait aussi nous apprendre à regarder au-delà des apparences. Au-delà de la séduction d'une loi, d'un dirigeant, d'un discours, d'un bâtiment, d'un projet. Est-ce réellement beau? Est-ce réellement bon? Ou est-ce seulement une apparence convaincante? On peut très bien porter les signes extérieurs de la force, du prestige ou de la compétence sans en avoir la substance. On peut avoir l'allure du combattant et n'avoir jamais livré le moindre combat. On peut ressembler à quelque chose sans être cette chose. C'est justement ce déplacement du regard, de l'apparence vers l'essence, que Platon veut nous apprendre. Puis, avec le temps, Platon ne se contente plus des seules questions morales. Il se met aussi à traiter les grandes interrogations des présocratiques. De quoi le cosmos est-il fait? Comment le monde est-il apparu? Et de manière assez étonnante, il finit par appliquer une logique semblable aux deux domaines. Les réalités morales comme la justice ou la beauté, selon lui, ne dépendent pas du regard particulier d'un individu. Elles sont éternelles. De même, la nature profonde des choses n'est pas réductible à ce que nous en percevons avec nos sens. Platon reprend à son compte l'idée socratique selon laquelle il est capital de chercher la définition exacte des choses. Comment philosopher sérieusement sur la justice si l'on ne sait pas ce qu'est la justice? Comment discuter de la beauté si l'on n'a aucune idée claire de ce qu'est la beauté en elle-même? Pour lui, cette enquête doit passer par la méthode socratique. Deux personnes ou plus discutent sincèrement, sans vouloir l'emporter coûte que coûte, en proposant des définitions fondées sur leur expérience, pendant que l'autre examine, critique, teste, corrige. Mais une question finit par surgir. Supposons que nous trouvions un jour la définition parfaite de la justice, de la beauté ou de n'importe quel concept. Comment saurions-nous qu'il s'agit bien de la définition définitive? Comment reconnaîtrait-on la forme parfaite et non une simple approximation de plus? Et pourquoi limiter cette question aux notions morales? Pourquoi ne pas la poser aussi pour les objets ordinaires? Qu'est-ce qu'un arbre, exactement? Existe-t-il une définition parfaite de l'arbre? Une essence de l'arbre, indépendante de tous les arbres particuliers que nous voyons autour de nous? Platon répond oui. De la même façon qu'il existe une version difficile à saisir de ce qu'est la justice, il existe une forme parfaite de l'arbre, et tous les arbres visibles ne sont, selon lui, que des copies imparfaites de cet arbre parfait. Quand nous voyons un arbre, nous savons bien que c'en est un. Nous reconnaissons quelque chose comme une arboréité, une essence d'arbre. Pourtant, aucun arbre n'est identique à un autre. L'un a une branche tordue,
l'autre une écorce différente, des feuilles d'un autre type, une forme singulière. Et malgré ces différences, nous continuons à les appeler arbres. Pourquoi? Parce que nous reconnaissons en eux quelque chose qui fait d'eux des arbres. Si l'on pousse l'analyse assez loin, pense Platon, on peut concevoir ce qu'est l'arbre parfait. Mais cet arbre parfait n'existe pas dans le monde matériel. Il existerait dans un autre ordre de réalité, le monde des formes. Les êtres humains ne peuvent ni voir, ni toucher, ni sentir ce monde des formes. En revanche, ils peuvent y accéder par la pensée, par la raison, en réfléchissant assez profondément à ce que sont réellement les choses. Et, pour Platon, c'est ce monde-là qui constitue la vraie réalité. Le monde sensible, celui dans lequel nous vivons, avec ces personnes, ces objets, ces chiens, ces arbres, n'est qu'un ensemble de copies imparfaites, des reflets, des approximations. Cette idée, c'est ce qu'on appelle la théorie des formes. C'est une manière étrange de regarder le réel. Et Platon le savait sans doute. Alors il a lui-même proposé l'image la plus célèbre pour la rendre intelligible, l'allégorie de la caverne. Imaginez des êtres humains enfermés depuis leur naissance dans une grotte souterraine. Ils sont enchaînés, incapables de tourner la tête. Tout ce qu'ils voient, c'est la paroi devant eux. Derrière eux, une lumière, parfois décrite comme un feu, parfois comme le soleil, projette des ombres sur le mur. Entre cette source lumineuse et les prisonniers passe un chemin. Des personnes y portent parfois des objets du monde ordinaire, un arbre, un animal, divers objets. Et les prisonniers ne voient jamais ces objets eux-mêmes, seulement leurs ombres. Pour Platon, la condition humaine ressemble à cela. Les prisonniers prennent les ombres pour la réalité, parce qu'ils n'ont jamais rien connu d'autre. De la même manière, nous prenons souvent les choses sensibles que nous percevons pour la réalité ultime, alors qu'elles ne seraient, selon lui, que les reflets d'une réalité plus profonde. Maintenant, imaginez qu'un prisonnier parvienne à se libérer. Il se retourne. Il voit d'abord la lumière qui l'aveugle, puis les objets dont il ne connaissait jusque-là que les ombres. Peut-être finit-il même par sortir de la grotte et par voir le soleil lui-même, symbole de la vérité. Cette découverte ne serait pas immédiatement agréable. Elle serait douloureuse, déstabilisante. L'homme libéré serait tenté de revenir aux ombres familières, simplement parce que c'est tout ce qu'il a toujours connu. Platon dit donc que tout ce que nous percevons par les sens fonctionne comme les ombres de la caverne. Voir, toucher, sentir ne nous donne qu'un accès inférieur à la réalité. Le seul moyen de connaître réellement une chose, c'est de se détourner de cette dépendance au sens et de remonter, par la raison, jusqu'à ce qu'elle est véritablement. Souvenez-vous des présocratiques comme Démocrite ou Empédocle, qui cherchaient à concilier le changement apparent du monde avec l'idée, chez Parménide, d'un être éternel et immobile. Platon propose, à sa manière, un compromis comparable. Le monde sensible, celui des apparences, change sans cesse. Mais la vraie réalité, elle, serait située ailleurs, dans un monde des formes éternelles, stables, immuables. Le travail du philosophe consisterait alors à identifier le plus grand nombre possible de ces formes, à se détacher des apparences pour comprendre ce qui est réellement. C'est un peu comme regarder un match aux côtés d'un ancien joueur professionnel. Vous voyez tous les deux la même action, mais lui perçoit des structures, des subtilités, des intentions, des logiques invisibles à l'œil non formé. Pour Platon, la sagesse permet ce genre de vision dans tous les domaines. Il le dit très bien dans La République lorsqu'il imagine un prisonnier revenu dans le monde ordinaire, encore maladroit, encore ébloui et contraint de débattre avec ceux qui n'ont jamais vu autre chose que les ombres. Cela dit, il faut préciser une chose. Beaucoup de penseurs très sérieux estiment que Platon ne croyait pas nécessairement, au sens le plus littéral, à un second monde rempli quelque part de formes parfaites, flottant dans une sorte de ciel métaphysique. Selon eux, il voulait surtout dire, de manière dramatique et puissante, que des notions comme la justice ou la beauté existent indépendamment des actes particuliers que nous qualifions de justes ou de beaux.
Autrement dit, les êtres humains confondent souvent les choses justes et la justice elle-même. Ils confondent les objets beaux et la beauté en tant que tels. Même s'ils parlent bien d'un autre monde, il se pourrait qu'ils cherchent surtout à marquer une différence fondamentale entre nos jugements locaux, temporaires, contingents, et les définitions intemporelles que la raison tente d'atteindre. Mais sa théorie soulève une difficulté majeure. Comment savoir que l'on a réellement atteint la forme parfaite de quelque chose? Comment distinguer une intuition juste de la forme idéale d'un arbre d'une simple projection imparfaite de notre esprit? Platon répond par une autre idée célèbre. Nous sommes tous nés avec la connaissance. Sans nous en rendre compte, nous porterions déjà en nous le savoir du monde des formes. Ce que nous appelons apprendre ne serait, au fond, qu'un processus de réminiscence, un effort pour se souvenir. Il distingue, pour cela, deux dimensions de l'être humain, le corps et l'âme. Le corps nous relie au sens, donc à une connaissance inférieure, imparfaite, soumise aux apparences. L'âme, elle, est capable de raison. Et c'est par cette raison qu'elle peut retrouver le monde des formes. Platon pense que l'âme est éternelle, qu'elle a vécu autrefois dans ce monde intelligible avant notre naissance, et qu'elle aspire à y retourner. Ainsi, lorsque nous voyons un arbre par les sens, nous reconnaissons qu'il s'agit d'un arbre. Mais c'est la raison qui nous aide à nous rappeler ce qu'est vraiment l'arbre. Cette thèse s'appelle la théorie de la connaissance innée. Platon croit en donner une illustration dans le Ménon à travers une scène célèbre. Socrate dialogue avec Ménon et interroge en même temps un jeune esclave qui n'a reçu aucune formation en géométrie. L'idée est simple. Socrate ne va rien lui enseigner au sens classique. Il va seulement lui poser des questions. Par exemple, il lui demande quelle devrait être la longueur du côté d'un carré pour obtenir une surface double d'un autre carré donné. Le garçon répond d'abord spontanément qu'il suffit de doubler la longueur du côté. Socrate lui montre alors, par ses questions, que ce n'est pas correct. Puis il continue à l'interroger, encore et encore, jusqu'à ce que le garçon se rapproche par lui-même de la bonne solution. À ce moment-là, Socrate fait remarquer à Ménon qu'il n'a rien enseigné au garçon. Il ne lui a donné aucune réponse. Il l'a seulement conduit, par l'examen, à faire émerger une compréhension qu'il ne semblait pas posséder au départ. Pour Platon, cette scène prouve que l'âme porte déjà en elle un savoir latent et que l'apprentissage consiste à le réveiller. On retrouve ici toute la logique de la méthode socratique. Socrate ne remplit pas l'esprit des autres comme un maître remplirait un vase vide. Il aide les idées à naître, comme une sage-femme aide à mettre au monde un enfant. La théorie des formes peut sembler étrange, et c'est normal, elle l'est. D'ailleurs, si l'on avait laissé plus de temps à Platon, il aurait peut-être lui-même reconnu ses difficultés. Sa pensée a évolué au fil des années. Certains aspects de sa théorie ont été modifiés, affinés, parfois même révisés, sans doute parce que d'autres philosophes l'attaquaient et qu'ils voyaient bien certains problèmes. Mais malgré ces ajustements, son apport reste immense. Il a été l'un des premiers à poser de façon décisive la question du savoir véritable. Oui, sa réflexion naît en partie en réaction au relativisme des sophistes. Oui, elle s'enracine dans la recherche de quelque chose d'éternel. Mais ce qu'il accomplit là est une percée majeure en épistémologie. L'épistémologie, en termes simples, c'est la question suivante. Qu'est-ce ce que nous savons, et comment le savons-nous? D'autres philosophes avant lui avaient déjà suggéré que les sens étaient inférieurs à la raison pour atteindre la vérité. Mais la manière dont Platon explique cette supériorité de la raison le distingue profondément. C'est pour cela qu'on le crédite souvent d'avoir posé les bases du rationalisme qui fleurira bien plus tard, notamment au XVIIe siècle. Et pourtant, Platon n'avait pas fini de transformer la philosophie. Il avait aussi énormément à dire sur la politique et sur le rôle du gouvernement dans une société civilisée. Platon était issu d'un milieu aristocratique et il détestait la démocratie. La condamnation de Socrate n'a certainement rien arrangé. Son idée de départ est la suivante. De même qu'il existe une forme idéale de la justice ou de la beauté, il doit exister une forme idéale de gouvernement. C'est cette idée qu'il développe dans La République,
où il imagine une sorte de cité idéale et tente de montrer pourquoi elle devrait être organisée de telle ou telle manière. Le plus grand défaut des régimes ordinaires, selon lui, réside dans la qualité de ceux qui accèdent au pouvoir. Lors d'un voyage en Italie et en Sicile, Platon dit avoir été profondément choqué par ce qu'il appelle la vie heureuse de certains milieux privilégiés. Banquets incessants, excès, recherche du plaisir, confort sans limite, absence de discipline. À ses yeux, une personne élevée depuis l'enfance dans ce climat d'indulgence ne peut presque jamais devenir vraiment sage, ni tempérée, ni vertueuse. Pour comprendre ce qu'est la cité idéale, Platon part d'une discussion célèbre avec un personnage nommé Thrasymachie. Thrasymachie affirme que la morale n'est rien d'autre qu'un ensemble de règles imposées par les plus forts. Si l'on peut transgresser les lois sans se faire prendre, il faut le faire. Si l'on peut remodeler les règles à son avantage, il faut le faire aussi. En somme, celui qui agit moralement finit souvent perdant, tandis que l'homme immoral, s'il s'y prend bien, l'emporte. Socrate ne répond pas immédiatement de manière complète. Mais, plus tard, avec d'autres interlocuteurs jouant les contradicteurs, il entreprend de montrer pourquoi cette thèse est fausse. Et, fidèle à sa méthode, il ne commence pas par examiner l'individu juste. Il commence par la cité juste. Pourquoi ? Parce qu'il pense qu'il est plus facile de voir la justice à grande échelle que dans l'âme d'une seule personne. Autrement dit, Platon se donne ici un double objectif gigantesque, décrire le gouvernement idéal et montrer en même temps pourquoi il est dans notre propre intérêt d'agir moralement. Rien que cela. D'abord, il explique ce dont une cité a besoin, une force chargée de la protéger des ennemis extérieurs et d'empêcher les conflits internes. Une organisation claire et surtout une répartition des tâches conformes aux aptitudes naturelles de chacun. Si vous êtes naturellement doué pour les mathématiques, alors vous devriez travailler dans ce domaine. Si vous êtes porté vers les arts, vous devriez créer. Chacun devrait occuper la place où ses talents servent le mieux l'ensemble, évidemment. Nous parlons ici d'une utopie, pas d'un programme immédiatement applicable tel quel. Mais l'idée reste puissante. Combien de personnes extraordinairement capables ont peut-être passé leur existence à des postes qui n'avaient rien à voir avec leurs aptitudes les plus profondes? Combien de génies potentiels, dans un autre monde, auraient pu transformer la médecine, les sciences ou les arts, et se sont retrouvés enfermés dans des fonctions où leur talent ne pouvait jamais éclore? Pour Platon, une cité bien ordonnée devrait permettre à chacun de contribuer selon ce qu'il a de meilleur. Daxos, en voilà une bonne surprise. Ce matin est plein de surprises, Léonidas. On nous a trompés, ils sont tout au plus quelques centaines. C'est ça la surprise. Silence! C'est ça leur armée. On a su que Sparte partait en campagne. On tenait à se joindre à vous. Si c'est du sang que vous voulez, vous pouvez vous joindre à nous. Tu n'as pris qu'une poignée d'hommes avec toi pour affronter Xerxès? J'ai eu tort de croire que Sparte enverrait au moins autant de soldats que nous. Ce n'est pas le cas? Toi, là-bas, quel est ton métier? Je suis potier, Seigneur. Et toi, l'Arcadien, quel est ton métier? Sculpteur, Seigneur. Sculpteur. Et toi? Je suis forgeron. Spartiate! Quel est votre métier? Tu vois, vieux frère, j'ai amené plus de soldats que toi. Dans cette scène, le roi Léonidas croise les Arcadiens sur la route des Thermopyles. Les Arcadiens lui font remarquer qu'il n'a amené que 300 soldats et ils en sont stupéfaits. Ils ne voient pas comment une telle force pourrait vaincre Xerxès. Mais Léonidas leur répond que, de leur côté, les Arcadiens n'ont pas vraiment amené des soldats. Ils ont amené des potiers, des forgerons, des artisans. Dans une société où chacun se spécialise selon ses aptitudes naturelles, comment pourrait-on perdre? Et, soyons honnêtes, ces 300 Spartiates auraient probablement arrêté Xerxès sans trop de mal si Quasimodo ne les avait pas guidés à travers les montagnes. Platon allait même jusqu'à dire que les femmes devaient avoir
elles aussi, la possibilité de s'élever dans la cité autant que les hommes, ce qui était une idée totalement inédite pour l'époque. Sa cité idéale reposerait sur une structure hiérarchique composée de 3 classes. D'abord les producteurs, les paysans, les forgerons, les artisans, bref, la classe laborieuse. Ensuite les gardiens. Et enfin les dirigeants. Les dirigeants seraient choisis parmi les meilleurs gardiens, et les gardiens seraient eux-mêmes sélectionnés dès l'enfance parmi ceux qui semblent pouvoir devenir de bons gouvernants, à condition de recevoir l'éducation et la formation appropriée. Platon avait remarqué que les problèmes commencent presque toujours lorsque les gouvernants agissent par intérêt personnel ou de manière immorale. Dès lors, si tous les dirigeants étaient choisis parmi les gardiens, et si les gardiens passaient par une sorte de phase intermédiaire de discipline et de formation, alors la cité disposerait d'un bien meilleur vivier de futurs gouvernants. Mais pour cela, l'éducation des gardiens devait être irréprochable. Après tout, il s'agissait de former les futurs dirigeants de la cité. C'est pourquoi tous les gardiens mèneraient une vie communautaire, sans propriété privée. Cela valait même pour leurs épouses et leurs enfants. Ils n'auraient pas le droit de posséder ou de toucher de l'or, de l'argent ou toute autre richesse. Toutes ces précautions avaient un but, faire en sorte que rien ne puisse les corrompre. Leur seule motivation devait être l'amélioration de l'État. Leur alimentation, leur entraînement physique, et même les chants ou les poèmes auxquels ils seraient exposés durant leurs années les plus formatrices seraient strictement encadrés. On veillerait à ce que toutes les histoires qu'ils entendent mettent en scène des héros agissant exactement comme on souhaiterait qu'un futur dirigeant agisse. En somme, son utopie consisterait à nourrir les enfants, dès leur plus jeune âge, uniquement d'influences positives afin de les détacher de leur ego, de leur façonner une boussole morale et de leur apprendre à penser rationnellement, le tout dans l'espoir de faire émerger, un jour, un dirigeant sans défaut. Pour Platon, voilà à quoi ressemblerait la forme idéale de la cité, la spécialisation, et chaque individu mettant ses dons naturels au service de leur plus haut potentiel. Il poursuit son raisonnement en expliquant qu'une cité juste est une cité dont toutes les parties fonctionnent harmonieusement ensemble et qu'il en va de même pour l'être humain. De la même manière que la cité se compose de 3 classes, l'âme humaine, selon lui, comporte elle aussi 3 parties. D'abord, la partie désirante de l'âme, celle qui recherche le sexe, large, les plaisirs matériels. Elle correspond aux producteurs, qui vivent principalement pour gagner leur vie. Ensuite, la partie courageuse ou ardente de l'âme, celle qui recherche l'honneur, la renommée, la reconnaissance. Elle correspond à la classe des gardiens. Enfin, la partie rationnelle de l'âme, celle qui désire la connaissance. Elle correspond à la classe dirigeante. Platon compare donc l'état idéal de la cité à l'état idéal de l'être humain. Un homme ne devrait pas laisser ses désirs de sexe, de nourriture, de gloire ou de prestige prendre le dessus sur lui. Il devrait prendre ses décisions en suivant la raison. Et c'est exactement pour cela que, selon lui, les cités devraient elles aussi être gouvernées par la raison ou par des personnes formées à penser de manière purement rationnelle. Platon pensait que la seule manière d'instaurer un tel système politique serait soit que le peuple élise des philosophes comme rois, soit que les rois déjà en place s'éduquent eux-mêmes à la philosophie. Ces hommes qui, par la raison, parviennent à se détacher de la paroi du fond de la caverne pour contempler la vérité absolue. Platon estimait que leur sagesse leur donnait naturellement vocation à gouverner. À ses yeux, qui pourrait mieux diriger la cité que quelqu'un qui comprend réellement ce que sont la justice, l'équité ou la valeur morale, plutôt que des êtres imparfaits qui imposent sans cesse à tous leurs opinions biaisées et souvent corrompues? Cette forme suprême de gouvernement, celle que je viens de décrire, Platon l'appelle une aristocratie. Selon lui, moins les gens sont avides de pouvoir, meilleurs sont les résultats. Une aristocratie est gouvernée par un roi philosophe et donc guidée par la sagesse et la raison. Platon pensait qu'il existait 5 grands types de régimes politiques, classés du meilleur au pire, et il expliquait comment chacun d'eux finit,
avec le temps, par se dégrader en la forme suivante. Ces 5 régimes étaient, dans l'ordre, l'aristocratie, qui est la meilleure, puis la timocratie, puis l'oligarchie, puis la démocratie, et enfin, tout en bas, La tyrannie. évidemment, ces termes ne recouvrent pas exactement les mêmes réalités qu'aujourd'hui. Mais il existe suffisamment de ressemblances pour comprendre ce qu'il veut dire et voir à quel point son analyse est brillante. L'aristocratie, la meilleure forme de gouvernement, dégénère en timocratie lorsqu'on se trompe dans le choix d'un bon gardien. Au lieu d'obtenir quelqu'un de profondément rationnel et détaché de son ego, on obtient quelqu'un qui peut encore être intelligent, discipliné, remarquable même, mais dont la motivation principale n'est plus la connaissance, c'est l'honneur. Cela reste noble, bien sûr, mais moins noble que la recherche de la vérité. Cette forme de gouvernement est aussi proche d'une dictature militaire. Et cet amour de la conquête finit par conduire ces hommes à s'autoriser la possession de biens, souvent obtenus par la guerre. C'était d'ailleurs, à l'époque, le système politique de Sparte. Puis la timocratie finit à son tour par dégénérer en oligarchie. Pour Platon, dès lors que le désir d'honneur entre en jeu, la logique de l'intérêt personnel s'installe et l'étape suivante, presque inévitable, devient le désir de richesse. Les puissants cherchent alors à protéger leurs intérêts économiques. Le régime devient celui des riches gouvernant les pauvres. C'est cela, une oligarchie. Il leur reste encore certaines vertus, comme une certaine frugalité. Mais cette frugalité n'est pas au service de la sagesse ni du bien commun. Elle sert uniquement à conserver l'argent. Les oligarques admirent la puissance et la richesse, placent les riches au pouvoir et méprisent les pauvres. Ce régime est condamné à échouer car tôt ou tard la lutte des classes éclate. Les riches s'opposent aux pauvres et les pauvres sont toujours les plus nombreux. Ce qui arrive alors, selon Platon, c'est que les pauvres se soulèvent et que l'oligarchie se transforme en démocratie, c'est-à-dire en un régime gouverné par la masse. Dans une démocratie, la liberté devient le bien suprême. Et du point de vue de Platon, les démocrates étaient des individus portés vers l'indulgence, la satisfaction immédiate, la recherche du plaisir, de la nourriture, du sexe et de tous les plaisirs à court terme. Ils voyaient ainsi l'État démocratique comme une forme de désordre indiscipliné. Quand la liberté devient la valeur la plus importante d'une société, Platon pensait qu'à terme, sous le fait de décisions dictées par la foule, les lois finissent par perdre toute autorité. Et la démocratie se dégrade alors en tyrannie. On retrouve encore toute l'indulgence d'une démocratie, mais sans les lois pour contenir le chaos. La société se désagrège, et un tyran finit par s'emparer du pouvoir. Comme je le disais au début, Alfred North Whitehead a écrit une formule célèbre selon laquelle toute la philosophie occidentale ne serait, au fond, qu'une série de notes de bas de page à Platon. Beaucoup entendent cela comme une exagération énorme, et pourtant, tout dépend de la manière dont on l'interprète. Non. Platon n'a évidemment pas anticipé chaque avancée philosophique à venir dès le IVe siècle avant notre ère. Le prétendre serait absurde. Mais peut-être Whitehead voulait-il dire autre chose, que les grandes questions de métaphysique et d'épistémologie posées par Platon ont servi de point de départ à d'innombrables philosophes, lesquels ont bâti leurs propres œuvres à partir d'elles. Et, d'une certaine manière, on peut encore dire aujourd'hui que les philosophes continuent de tenter de répondre aux questions que Platon avait déjà soulevées il y a si longtemps. Une immense partie de son œuvre a continué de résonner à travers les siècles. Tout son corpus a même été repris et utilisé par le christianisme à travers des penseurs comme Plotin ou saint Augustin. Et, à elle seule, l'allégorie de la caverne est devenue une métaphore parfaite de l'égarement humain, être perdu, enchaîné, contraint de contempler un monde inférieur, puis parvenir enfin à se libérer, à sortir et à être frappé par la lumière de la vérité absolue. Et au fond, posez-vous cette question. Que pensez-vous de l'idée de Platon selon laquelle le monde qui nous entoure n'est pas exactement tel qu'il paraît ? Avez-vous déjà vécu une expérience qui a changé votre perception de quelque chose, au point d'avoir eu le sentiment de le voir, pour la première fois, tel qu'il est réellement ?